commencer, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les parlementaires, bonjour. Tout d'abord, merci pour cette initiative. Je crois que jamais les relations entre la Commission de la Défense et des Forces armées et les différents think tanks n'ont été aussi profondes, riches, nourries, réciproques. Et pour nous, c'est un plaisir et un honneur que d'être là et de pouvoir échanger avec vous. On peut dire qu'il y a aujourd'hui dans l'ordre mondial 3 grandes coupures qui s'imposent à nous. La première, c'est une coupure durable, longue, entre la Russie et le monde occidental. Du fait de la guerre lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine en février, il n'y aura pas de relations normalisées entre la Russie et les Occidentaux. Des sanctions ont été prises, elles se sont accumulées, 11 trains, et on peut dire que l'état des relations entre la Russie et le monde occidental revient un peu à ce qu'il était dans les années 50, du temps de l'Union soviétique, et je dirais au pire de l'Union soviétique. Poutine restera peut-être au pouvoir, il faudra toujours peut-être un jour parler avec lui, mais il ne pourra pas y avoir de normalisation des relations avec la Russie tant qu'il sera au pouvoir, du fait que l'horreur, de l'effroi, du choc qu'a créé la guerre en Ukraine, non seulement chez nos dirigeants, mais également dans notre opinion publique. La deuxième coupure, elle n'est pas née avec la guerre en Ukraine, mais cette guerre lui a donné une importance plus grande, elle l'a stimulée, elle l'a amplifiée. C'est la coupure entre ce qu'on appelle the West versus the Rest. Alors, il y a beaucoup de débats sur la façon de définir. Le The West, on le définit très facilement. Ce sont les pays membres de l'OTAN auxquels on peut ajouter l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis des pays qui sont culturellement asiatiques mais stratégiquement occidentaux, comme la Corée du Sud et le Japon. Et le reste est plus difficile à définir parce qu'on parle du Sud global, des Sud globales, c'est tous les autres. Ces tous les autres n'ont pas de but commun forcément, ils n'ont pas toujours de projet commun, mais ils ont un rejet commun. Le rejet commun, c'est un monde dominé par le monde occidental. Et ça, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus de façon très différente. Et on ne peut pas dire qu'il y a une coupure entre démocratie et dictature, puisque dans les pays du reste, il y a des démocraties. Le Brésil, l'Inde, même si c'est une démocratie imparfaite pour les musulmans. L'Afrique du Sud, même s'il y a des corruptions qui peuvent entacher la démocratie. Et de nombreux autres pays. Mais en tous les cas, on voit que sur la guerre en Ukraine, qui reste pour nous notre horizon stratégique le plus important, ils n'ont pas la même appréciation. Tous les plans de paix qui sont venus du Sud, Brésil, Indonésie, Chine, pays africains, mettent comme préalable le cessez-le-feu. Alors que nous mettons comme préalable la reconquête par l'Ukraine de son intégrité territoriale. Et donc les pays du Sud ont pour urgence de dire qu'il faut cesser les combats, cesser la guerre parce qu'ils en payent le prix sans en être responsables, alors que nous pensons qu'il ne faut pas que l'agresseur soit récompensé par un gain territorial. Et donc, aucun de ces pays n'a pris de sanctions. La plupart ont condamné l'agression russe aux Nations Unies dans 3 votes différents, 140 d'entre eux, mais aucun de ces pays n'a pris de sanctions parce que, tout simplement, ils estiment qu'ils n'ont pas été assez associés à la décision de prendre des sanctions. Ils estiment que ces sanctions les sanctionneraient eux-mêmes et qu'ils n'en ont pas les moyens. Et ils estiment que ce n'est pas aux Occidentaux de déterminer quelle sera leur politique. Et donc là, il y a un changement important, c'est l'émergence. Ces pays, en plus, ils ont une sorte de club qui n'est pas une alliance, mais un club qui prend de l'importance, qui est les BRICS. Comme l'a remarqué le président de la République devant le discours face aux ambassadeurs le 30 août, il y a une trentaine de demandes d'adhésion aux BRICS. Il n'y a pas de demande de rejoindre le G20. Donc on voit bien qu'il y a un club qui a le vent en poupe et d'autres qui ne le sont pas. Ceci étant, les BRICS ne sont pas une alliance. Les différents pays ont des intérêts différents. Tous n'ont pas la même relation avec le monde occidental. Ce qu'ils ont en commun, en tous les cas, c'est la volonté de se débarrasser du dollar, ou du moins de diminuer le rôle du dollar comme monnaie d'échange internationale, justement pour échapper aux sanctions. Et il y a ce qui unit aussi ces pays, c'est le rejet des sanctions, parce qu'ils estiment qu'ils en ont tous été victimes ou qu'ils sont tous menacés d'en être victimes, que les sanctions sont une politique occidentale qui souvent s'adresse à eux. Et donc, dans le rejet des sanctions, il y a aussi le fait qu'ils peuvent être concernés par cela et qu'ils refusent cette conception occidentale de dire que lorsqu'on n'est pas d'accord avec un pays, on le sanctionne. Et les sanctions, c'est toujours du nord au sud, ce n'est jamais l'inverse.
Et donc, ils travaillent un peu à dédollariser l'économie internationale. C'est un objectif lointain qui n'est pas prêt d'être atteint, mais en tout cas, ils y travaillent. Et maintenant, l'Arabie saoudite vend du pétrole en renminbi à la Chine et les Émirats arabes unis en roupies à l'Inde. Et la Russie et la Chine travaillent en monnaie commune. L'Argentine et le Brésil veulent travailler à créer une monnaie commune. Donc on voit que les choses changent. L'arrivée de l'Arabie saoudite dans les BRICS a un effet important puisque ça renforce le caractère énergie de cette alliance et ça montre surtout que le pacte du Quincy n'a plus d'existence et que l'Arabie saoudite veut se défaire d'une relation unique de dépendance à l'égard des États-Unis. Les Saoudiens ont refusé d'augmenter leur production de pétrole à la demande des Américains, alors que le président américain s'était spécialement déplacé à Riyad pour le demander. Ils l'ont même réduite par la suite, montrant un peu qu'ils ont une option de rechange, qui est la Chine, et que donc ils ne veulent plus obéir de façon automatique aux Américains. Mais dans ce reste, il y a en fait trois stratégies. Il y a une stratégie de confrontation directe avec l'Occident, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, qui sont en confrontation directe avec les Occidentaux. Un pays un peu à part, la Chine, qui d'ailleurs est à la fois un atout pour les BRICS, en même temps un handicap, puisque le poids de la Chine au sein des BRICS est tellement grand que cela peut effrayer d'autres membres et que ça pose un problème d'équilibre au sein de ce club. Mais la Chine ne veut pas couper les relations avec le monde occidental. C'est pour cela qu'elle ne fournit pas directement et massivement des armes à la Russie et qu'elle veut toujours avoir accès à nos marchés, avoir accès aux échanges économiques avec nous, tout en, tout en visant à la suprématie mondiale ou au premier poste mondial pour remplacer les États-Unis. Et vous avez les pays qui sont dans une autre configuration, c'est le Brésil et l'Inde, par exemple, qui, eux, jouent vraiment une politique d'équilibre entre l'Occident et le reste, et qui donc ni ne veulent se couper de la Russie, mais en même temps veulent être des partenaires du monde occidental, parce qu'ils en ont besoin pour leur développement économique. Et en fait, on peut dire que le motif indien, par exemple, c'est de dire que l'intérêt national de l'Inde, qui s'exerce par le multi-alignement, c'est le développement économique. Si le développement économique peut être atteint par des liens avec la Russie, très bien. S'il peut être atteint par des liens avec les États-Unis, très bien. Et si on doit faire les deux pour réussir le développement économique, on fera les deux. Donc c'est quelque chose qui sera suivi et on aura du mal à revenir là-dessus. Et la troisième coupure, vous la connaissez classiquement, c'est celle pour la suprématie mondiale, la place de numéro 1 entre la Chine et les États-Unis. La Chine connaît une panne économique, elle a du mal à sortir du Covid, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse parier sur une stagnation durable et longue de la Chine, ni sur l'éclatement d'une bulle spéculative, comme certains le disent. Et en tous les cas, on voit aussi que par rapport à la guerre en Ukraine, la Chine ne souhaite pas la défaite de la Russie et encore moins son effondrement qui créerait un vide stratégique, ce que les Américains ne souhaitent pas d'ailleurs non plus. C'est peut-être un des rares points d'accord qu'ils ont. Un pays avec des milliers d'armes nucléaires sur 11 fuseaux horaires, c'est pas le bon endroit pour créer un vide. Mais elle ne souhaite pas une victoire occidentale et elle fera tout pour l'éviter. Je crois qu'au départ, cette guerre en Ukraine gênait la Chine, qui n'était pas très contente de l'attitude de la Russie, parce que ça augmentait le prix des matières premières alimentaires et le prix de l'énergie, qui sont les deux principaux postes d'importation de la Chine. Mais aujourd'hui, et par ailleurs, l'épisode Prigojine a montré à la Chine que déjà, il y avait une sorte de mépris pour l'URSS de la vision de Gorbatchev, mais un pays dans lequel des milices peuvent contester le pouvoir central, ça ne risque pas d'arriver en Chine. Et le parti commande toujours au fusil en Chine, commande également d'ailleurs au BATX. Et donc ceci est vu quand même avec beaucoup de stupéfaction. Il prouve que la Russie et que Poutine ne tient pas vraiment sa boutique. Mais aujourd'hui, le temps long de la guerre en Ukraine joue pour la Chine, puisque la Chine peut aller un peu partout dans justement le Ouest, ce sur quoi elle mise, le reste plutôt, ce sur quoi elle mise, pour dire, regardez, la guerre continue, vous en souffrez, c'est de la faute des Américains qui alimentent la guerre
en livrant des armes à l'Ukraine. S'il cessait, la guerre s'arrêterait tout de suite et vos problèmes économiques cesseraient immédiatement. Nous sommes pour la paix. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés et les différents plans de paix qui ont été envoyés ne sont pas pris en compte. Et donc, vous souffrez du fait que l'Occident veut mener, par Ukraine interposée, une guerre à la Russie dont vous faites les frais. Et c'est un discours qui reçoit une certaine audience. L'autonomie stratégique européenne, qui est l'objectif traditionnel, l'ADN géopolitique de la France depuis le début de la Ve, avouons-le, j'en suis un partisan, est en panne parce que nos partenaires européens ne veulent plus entendre parler. Ils pensent que seuls les États-Unis peuvent nous défendre contre la menace militaire russe. Mais en même temps, la menace militaire russe, les Russes n'étant pas capables de conquérir l'Ukraine, je les vois mal arriver à Varsovie ou à Berlin. On pourrait, disons, peut-être regarder ça d'un œil attentif. Et puis, il y a des échanges politiques aux États-Unis qui pourraient accélérer la réflexion. Donc, je peux dire que l'autonomie stratégique européenne, elle est pas en état de mort cérébrale, elle n'est pas brain dead, mais elle est en mauvais état. Mais elle peut très bien ressurgir en fonction d'événements qui nous échappent, dont notamment les élections aux États-Unis sont quand même un élément important. Un sujet d'inquiétude, et moi qui travaille depuis très longtemps sur l'entente franco-allemande, c'est l'état de nos relations avec l'Allemagne. Peut-être certains d'entre vous ont profité de l'été pour lire le livre de mémoire de Claude Martin, qui est un pavé, 900 pages, mais quand même quelqu'un qui a été 9 ans ambassadeur en Allemagne, qui est germanophone, mais surtout germanophile, qui est parmi nos diplomates celui qui a le plus plaidé pour un dialogue suivi avec l'Allemagne, dresse un constat amer, déçu, de l'attitude de l'Allemagne à notre égard depuis assez longtemps, et en disant l'Allemagne joue son intérêt national, et des fois elle pense que son intérêt national diverge ou est contraire à l'intérêt national français, et nous n'en tenons pas compte. Nous parlons encore du couple franco-allemand, les Allemands jamais n'en parlent, et il n'y a pas vraiment de couple. Et donc un défi, c'est comment renouer un fil avec l'Allemagne qui nous est indispensable, mais sans le faire aux conditions des Allemands, comment faire respecter nos intérêts par rapport à un partenaire devenu réticent et qui ne nous écoute plus beaucoup, y compris sur les questions de défense. Deuxième point d'inquiétude, c'est l'industrie de défense. Elle est centrale, elle est capitale pour notre indépendance. La Ve République s'en est dotée justement pour avoir l'indépendance de décision, et elle est indispensable. Et là, on voit qu'il y a quand même des menaces. 78% des acquisitions d'armes des pays européens ont été faites à l'étranger, enfin en dehors de l'Europe. 63% l'an dernier, 63% aux États-Unis. Donc en fait, on a à la fois une augmentation très nette des dépenses d'armement, ce qui, bien sûr, va muscler le dispositif, mais tout ceci est quand même au profit de l'industrie américaine pour 63%, de l'industrie sud-coréenne, israélienne pour le reste. Et on risque de tout d'un coup, quand les budgets ont été consommés, de dire, ben voilà, on a les équipements, maintenant les équipements européens sont prêts, mais on est déjà équipé, donc on n'a plus vraiment ce besoin. C'est quelque chose qui est vraiment important. Troisième point d'inquiétude, c'est l'Afrique. Je pense qu'il sera difficile d'avoir une nouvelle dégradation des relations tellement elles sont dégradées. Peut-être, alors pour l'Afrique francophone, parce que dans le reste de l'Afrique, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème au Kenya, on n'a pas de problème au Mozambique, on n'a pas de problème en Afrique du Sud, on n'a pas de problème dans l'Afrique anglophone et lusophone. C'est un peu le paradoxe. Et peut-être là, un ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense parlait de façon un peu méprisante des experts autoproclamés. Il y a quand même des études universitaires qui mettent en avant quand même le danger d'une coupure entre les esprits africains, entre les sociétés civiles africaines et la France. Des signaux d'alerte ont été envoyés. Une chercheuse de chez nous avait dit qu'il y a un risque de coup d'État au Niger il y a 1 an, etc. Et donc c'est peut-être là justement que la proximité que vous mettez en place, Monsieur le Président, entre les think tanks et la représentation parlementaire pourrait être utile par rapport peut-être à des systèmes gouvernementaux qui restent un peu sur des schémas acquis. Merci, Monsieur le Directeur, pour